Levée de l'état de siège en République démocratique du Congo, plus ou moins les provinces touchées par l'insécurité. Peut-on parler de la guerre des égaux dans ces discussions, plus ou moins dans la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège qui se tient au niveau du Palais du Peuple? Et oui, la question reste tout de même posée. Et ce soir, on va en parler avec un élu justement pour déceler les vrais problèmes qui militent à ce que certains soient favorables à la levée de l'état de siège et d'autres encore non. On en parle avec le député national élu de l'Ituri, M. Jackson Aoussé. Et puis nous allons justement revenir avec le contrat social. Oui, le contrat social qui devrait en principe lier les décideurs à la population qui milite justement pour la résolution des vrais problèmes de la population, pour un développement intégral. On en parle ce soir avec un des cadres du réseau, justement, du réseau Pona Congo, qui est une structure apolitique qui milite justement pour la révalorisation de la population congolaise ou le bien-être de la population congolaise. On en parle ce soir avec M. Dieu merci Lelo, qui est membre de cette structure. Bienvenue à tous dans Kinshasa Direct. L'actualité, c'est notre priorité. Eh bien, Moïse Tchamalay de l'autre côté pour les grandes lignes. Bonsoir. Bonsoir Arlette Boutela et bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. À Maïndombe, le naufrage d'une baleinière fait une dizaine de morts et plusieurs disparus sur les lacs Loukeni dans les territoires d'Oshwe ce mardi. La plupart des passagers de cette embarcation étaient les agents des carrières des services publics de l'État qui se rendaient à Koutou pour leur contrôle biométrique. Et puis poursuite, c'est mardi à l'Assemblée nationale des travaux de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Pour cette deuxième journée, la participation, à savoir des députés provinciaux membres de la société civile de ces provinces, ont pris part aux travaux en commission autour des trois options, à savoir la requalification, la levée ou le maintien de cette mesure exceptionnelle. Et puis en marge de la semaine mondiale de l'allaitement, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge Emmanuel Olen, a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation sur l'allaitement exclusif au lait maternel jusqu'à 6 mois en présence du ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba. Et puis à l'international, direction l'Amérique du Nord, à Hawaï précisément, où des incendies font ravage ces derniers jours. Les bilans humains a atteint la barre des 99 morts et pourrait doubler cette semaine, ont averti lundi les autorités du pays qui sont d'ailleurs critiquées pour leur gestion du drame. Tous ces titres vous seront bien sûr développés à la grande édition des 19h par Gloria Mbouya, mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. De retour sur ce plateau, justement, nous allons revenir sur le tout premier sujet qui nous intéresse et qui intéresse la nation tout entière. C'est le maintien ou la requalification ou encore la levée de l'état de siège dans les deux partie de la RDC, plutôt à l'est de la République démocratique du Congo, les deux provinces touchées par l'insécurité et qui bat son plein. On en parle et c'est tout de suite avec notre invité. Jeune Tata, le président de la République. Nani bolingi le wa candidat président de la République. Nani nazo ate nani bozo rosa. Nani bolingi le wa candidat président de la République en opposition. Comment le bon Nicolas sera le jeune le wa candidat. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre.
Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Il est député national élu de l'Ituri, M. Jackson Aoussé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, vous faites partie encore de ces élus qui participent à la table ronde qui se tient au niveau du Palais du Peuple, qui semble finalement divisé, alors qu'au niveau de la population, il y a cette unanimité de lever l'état de siège aujourd'hui. On sent que les élus semblent être partagés. On signifie quand même que cette table ronde ne réunit pas que les élus nationaux, les élus provinciaux également, les membres de la société civile et autres mouvements citoyens. Effectivement, madame, merci beaucoup pour votre invitation. Comme je l'ai dit à Cortato, la division, s'il y en a sur le point de vue, sur la nécessité, sur l'option à lever, ce n'est pas vraiment entre les élus. Ça, il faut qu'on se fixe parce qu'il n'y a pas que des élus dans les forums, il y a aussi d'autres catégories de personnes. Les jeunes, il y a aussi les fonctionnaires, même de l'administration provinciale sous état de siège. Je ne vois pas ces fonctionnaires travaillant dans le cadre de l'état de siège venir ici et être d'accord avec nous qui demandons la levée, de les lever. S'il y a une divergence, c'est à ce niveau-là. Mais les élus, toute personne élue, c'est-à-dire les députés provinciaux et les députés nationaux de la province de l'Ituri et de la province du Nord Kivu, nous sommes tous unanimes. Unanimes, pas parce que nous sommes contre l'état de siège, parce qu'on ne peut pas être contre une mesure constitutionnelle, contre parce qu'il y a deux niveaux qui ne nous enchantent pas. C'est la durée. La mesure, elle est exceptionnelle. Le chef de l'État lui-même, dans son discours, a dit qu'elle ne doit pas avoir la vocation de s'éterniser. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est l'obligation du résultat qui pose problème. L'état de siège n'a pas été voté pour le plaisir de le faire décréter. C'était pour un résultat. C'était pour une finalité. Mais vu que ça dure et que cette finalité tarde d'être au rendez-vous, madame. Moi, je pense que c'est très clair. C'est comme la thérapie. C'est comme une personne qui est malade, que vous mettez sous une thérapie. Mais si la thérapie n'apporte pas solution au problème des malades, on change la thérapie. C'est pour cette raison que nous nous disons, dans le contexte actuel, les problèmes sécuritaires de Nord Kivu et de l'Ituri, sa gestion est incompatible avec la mesure exceptionnelle qu'on appellerait l'état de siège. Mais cela sous-entend justement que si, par exemple, on devrait lever l'état de siège, on va lever l'état de siège, la question justement des gouverneurs militaires va également se poser. Est-ce qu'aujourd'hui il y a lieu de les maintenir ou de faire revenir les anciens gouverneurs qui étaient à leur place? La Constitution règle. Cette question ne peut pas se poser parce que la Constitution règle cette question. On proclame une mesure exceptionnelle pour gérer une situation exceptionnelle. Et à partir du moment où, dans notre cas, parce qu'en principe, on devrait lever l'état de siège avec la disparition aussi des causes qui ont milité pour cet état de siège. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de demander la levée de l'état de siège à partir du moment où même les causes pour lesquelles l'état de siège a été levé se sont aggravées. L'insécurité au Nord Kivu et en Ituri se sont aggravées. Alors, lever ou requalifier carrément? La requalification est illégale. Lisons la Constitution, tous les articles, s'il vous plaît. Il n'y a aucun article qui parle sur une forme approximative de l'état de siège. On parle de la Constitution, de la déclaration de guerre, on parle de la Constitution, n'est-ce pas, de l'état de siège, on parle de la Constitution de l'état d'urgence. Ce sont les trois mesures exceptionnelles. À part ces trois-là, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas requalifier l'état de siège. On ne peut que le maintenir ou on ne peut que la lever comme une mesure. Dans le contexte actuel, son maintien est impossible pour deux raisons. Premièrement, la population qui est gérée exceptionnellement pendant 2 ans et demi est fatiguée parce qu'on lui donne un régime exceptionnel. Mais les causes pour lesquelles ce régime exceptionnel était décrété s'aggravent. Mettez-vous à sa place. Tu es malade. On te prescrit un protocole de soins.
Mais tout en subissant ces protocoles de soins, ta situation s'aggrave. Toi, en tant que malade, de vous demander quoi? Parce que si vous continuez à rester sous cette thérapie, vous allez mourir. Vous allez mourir. Thérapie, carrément. On change de thérapie, on change de tout, on change tous les protocoles pour que vous soignez autrement. Mais justement, la crainte, c'est que lorsqu'on veut revenir, on veut enlever l'état de siège. On va revenir à la normale. Et à la normale, la guerre nous a trouvés à la normale. Qu'est-ce qui va aujourd'hui, le nœud du problème aujourd'hui, est-ce résoudre, maintenir ou lever l'état de siège ou bien ramener la paix dans ces espaces? La guerre à l'Est aujourd'hui demande la mobilisation de toutes les forces nationales. La première force nationale dans la guerre, c'est la population, madame. Et vous n'allez pas demander aux militaires de mobiliser la population pour faire face. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'Est ne s'est pas posée aujourd'hui. C'est cette population qui a toujours résisté contre les forces des mal. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'une autorité civile qui comprendrait bien le langage civil pour mobiliser la population afin que cette population se retrouve derrière l'armée, derrière ou avant l'armée, pour faire face. Ah, donc, moi, je pense que maintenant ici... Est-ce qu'on peut faire un bilan aujourd'hui de l'état de siège? Quand vous dites que c'est vrai qu'on devrait lever parce que ça a duré, mais, et vous avez bien dit que les faits pour lesquels il y avait état de siège se sont aggravés. Aujourd'hui, pouvons-nous dire clairement que l'état de siège a échoué en République démocratique du Congo? Parce que s'il faudrait lever, s'il faudrait chercher d'autres mécanismes, il faudrait d'abord commencer par dire l'état de siège a échoué et le pourquoi. Et c'est à ce niveau-là que l'on pourra ramener des pistes de solutions pour voir comment on peut gérer cette situation autrement. Nous sommes des officiels et nous sommes des républicains. Si nous disons que les causes pour lesquelles l'état de siège a été décrété se sont aggravées, ça dépendra de quiconque qui va pouvoir l'interpréter. Mais ça montre tout simplement que la mesure n'est pas appropriée pour gérer la crise. La crise et la mesure ne se marient pas. C'est pour cette raison que nous nous disons, parce que les tableaux est clair. Il y a une période avant état de siège et il y a une période pendant état de siège. Il se fait que la partie avant état de siège paraît un peu plus mieux que la partie pendant état de siège. C'est pour cette raison qu'on se dit, au lieu de rester ici, qu'on retourne là où on était, on améliore ce qu'il faut améliorer et puis on avance. Alors, donc moi je pense qu'on ne peut pas laisser tout le Nord Kivu être géré pendant 3 ans sans budget. Ce sont les entités, ce sont les entités de l'État. Les gens paient les taxes, ils le payent sur quelle nomenclature. Donc moi je pense qu'il y a vraiment des questions pressantes. Ça c'est une part. De deux, nous sommes aux élections, madame. Les candidatures sont déjà déposées pour un certain niveau. Il y a les dépôts de candidatures continuent à notre niveau. Nous sommes aux élections. L'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle et restrictive. Les gens ne peuvent pas aller aux élections avec des mesures restrictives. C'est contre-productif. Ça ne passe pas. Alors que moi, je pense que ce n'est pas la fête du monde. Il y a aussi un problème. Les gens confondent la fête de l'état de siège par le départ tout azimut des militaires. Non. Par contre, nous demandons la levée de l'état de siège pour que les militaires se sentent déchargés d'autres charges et qu'ils se concentrent sur leur mission légalière qui est la défense de l'intégrité de la République. Par là, vous parlez des gouverneurs militaires parce que, à entendre dire, on le reproche énormément de choses. Apparemment, ils se concentrent plus dans l'inauguration des ponts, le paiement des taxes, autre chose, alors que leur mission principale a été justement pour voir les questions sécuritaires dans ces provinces. Effectivement, la question des individus ne nous intéresse pas parce que les hommes passent, les institutions restent. Nous, ici, ce qui nous intéresse, on voit le résultat produit par la mesure exceptionnelle. Effectivement, dans la mesure exceptionnelle, il y a des animateurs. Mais les comportements des animateurs, les déviations des animateurs ne nous intéressent pas. Quelles sont ces déviations? Vous êtes élu. Les déviations du genre, on est nommé gouverneur d'une province, dans le contexte de l'Itour de Nord Kivu, mais vous prenez comme gestion la bureaucratie. Parce que le même gouverneur sont aussi les commandants des opérations. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas militaire. Les opérations, on ne les fait pas dans les bureaux. Les opérations, je suppose qu'on doit les faire sur le terrain. Alors, moi, je pense que nous sommes très clairs. L'option maintien est dépassée aujourd'hui. L'option réqualification n'est même pas dépassée. Il n'existe pas parce que c'est illégal. L'option lever état de siège est aujourd'hui populaire et contextuelle. Populaire parce que la population le réclame
Et leurs arguments sont là pour démontrer la raison de cette demande est contextuelle parce que nous sommes à plein processus électoral. Et nous arrivons à un virage nécessaire des élections. Les mesures restrictives ne doivent pas être Ne craignez-vous pas que cette levée puisse ouvrir une autre brèche en matière d'insécurité? Laquelle? La brèche, c'est laquelle? Parce que la situation se sont déjà aggravée. La brèche n'est pas... Il n'y a aucune brèche. Il n'y a rien de nouveau qui va arriver. Parce que nous y sommes. On a décrété l'état de siège parce qu'il y a eu multiplicité de groupes armés. On en est là. On a décrété l'état de siège parce que les gens mouraient en masse et en isolé. On en est. D'ailleurs, à part ça, il y a eu des villages occupés par les groupes armés étrangers. Pendant l'état de siège. Des villages occupés, des groupements occupés, des territoires occupés, même l'enrôlement ne s'est pas fait. Ah, donc moi je pense que ce n'est pas une question où il y a un cas contre un autre cas, c'est une question de la République. Faisons un débat républicain serein, c'est-à-dire remettons les choses à sa place. Les militaires vont continuer à travailler pour protéger l'intégrité nationale, c'est leur mission, mais l'administration, la politique ou les finances doivent rentrer vous avez soulevé aussi un aspect important. Aujourd'hui, parler d'un leader pour mobiliser la population, un leader qui ferait quoi, qui sera nommé qui, ou ce serait des structures informelles aujourd'hui, parce que vous avez tantôt évoqué les élections qui pointent à l'horizon. Ne craignez-vous pas justement que cette personne qu'on placerait comme leader pour, par exemple, pour mobiliser ou sensibiliser la population puisse également, sur le plan politique, rafler ces espaces-là pour politiquement se positionner aussi? Ça, ce sont peut-être les effets que nous ne saurons pas contrôler dans ces stades. Mais nous disons seulement, on lève l'état de siège, nous rentrons dans une situation initiale. Vous comprenez? Parce que l'état de siège a trouvé Ituri Nord qui vous gouvernez. Il y a un ordre constitutionnel qui a été mis à berne pour passer à cette étape-là, à cette mesure exceptionnelle. Donc ici, nous demandons la levée de l'état de siège et le retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a des assemblées provinciales, il y a des gouvernements provinciaux qui doivent être rétablis et les choses vont pouvoir continuer. Est-ce que ce n'est pas lié justement à la question électorale qui pointe à l'horizon? Parce que justement, les gouverneurs également qui sont là, ils se disent oui, on a été mis en berne, comme vous avez dit, un repos. Il faudrait qu'on reprenne les affaires parce qu'on devrait battre campagne, on devrait vivre comment, et nous avons des structures, également les autres structures qui vivent également au travers de cela. Est-ce qu'il ne faudrait pas, ce n'est pas aussi cet aspect de choses qui est un tout petit peu caché derrière, qui motive ainsi les gens à vouloir lever cet état de siège? L'exercice démocratique, l'exercice politique, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas dire que non parce qu'il y a élection, parce que les gens vont... Les ambitions sont normales. On ne peut pas empêcher des ambitions. Mais la question ici que nous traitons est au-delà des ambitions des individus qu'on doit mettre là-bas. C'est une question plutôt sociétale. C'est une question de la gestion de la cité. C'est une question de la gestion, n'est-ce pas, de la population. Les ambitions politiques sont individuels, les gens auront à manifester les ambitions parce que qu'il y ait l'état de siège, qui n'est pas l'état de siège, il y a toujours des ambitions. Maintenant, là, il y a l'état de siège, mais il y a les gens qui ont postulé. Au Nord Kivu, en Ituri, il y a des candidats. Nous-mêmes, nous sommes des candidats là-bas. Donc, qu'il y ait état de siège, qui n'est pas l'état de siège, on ne peut pas lier les ambitions des individus, qui est légitime dans la démocratie, avec les problèmes de l'élection. Il y a des voix qui se lèvent comme ça, mais nous disons, la question est au-delà de ça. La question ici, c'est la question de la gouvernance locale, de la gouvernance provinciale, de la gestion de la population qui ne corrobore pas avec la mesure exceptionnelle qui veut s'éterniser. Alors comment créer ce leadership justement pour encadrer la population? C'est simple, madame. Les territoires sont gérés aujourd'hui par des militaires. Une fois on lève l'état de siège, les actes civils retournent, les bourgmestres retournent, et les gouverneurs rentrent. Les assemblées provinciales retournent. Donc moi je pense que c'est cet environnement de retour des acteurs politiques civils qui va constituer, n'est-ce pas, les maillages, parce que ce sont les autorités auxquelles la population se reconnaît d'une manière ou d'une autre. Ah, donc moi je pense que ce n'est pas question vraiment des individus, c'est une question tout simplement des systèmes de la gestion de ces entités qui a démontré complètement sa limite dans la mesure exceptionnelle. Et moi je pense que la crête n'a pas sa place. Le retour des institutions provinciales va bien gérer la question de sécurité au Nord Kivu et en Ituri. Et moi, je pense que nous allons retourner ici, car cet ordre constitutionnel sera rétabli. Nous allons évaluer, voir comment ça va se passer. Nous espérons justement que les points de vue vont s'accorder sur cette question de l'état de siège en République démocratique du Congo, du moins les provinces touchées par l'insécurité, le Nord Kivu et l'Ituri. Eh bien,
Monsieur le député, merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, avec vous, les téléspectateurs, nous allons justement continuer à parler de la population dans ce volet social. Comment permettre justement à cette population de retrouver ses ententes au niveau des politiques? On parlera également politique en personne physique et aussi morale. C'est tout de suite. La priorité devrait être le social pour le peuple congolais. Comment y arriver pour matérialiser ce développement et également ce social tant voulu par le peuple congolais? Cela passe entre autres par ce projet de consultation populaire initié par le réseau Pona Congo et ça demeurait Congo Tolingi. On en parle ce soir. Bienvenue, Monsieur Dieu merci Lelo. Merci Madame. Salutations à tous les téléspectateurs de TV50. Vous êtes jeune, mais aussi membre du réseau Pona Congo, qui est une structure, justement, un mouvement citoyen qui milite pour le bien-être de la population congolaise. Aujourd'hui, vous avez fait ce projet d'ailleurs de consultation populaire. En quoi cela a consisté? Bien, merci Madame. J'aimerais apporter un petit éclaircissement sur le caractère même du réseau. Oui. Nous ne sommes pas un mouvement citoyen, mais nous sommes un réseau. Un réseau qui regroupe tous les citoyens qui ont un cœur qui bat réellement pour le Congo. Ok. Donc, en fait, ce n'est pas un mouvement citoyen, mais c'est l'ensemble des Congolais, des divers horizons, mais qui ont leur cœur qui bat réellement pour le Congo. Et à travers cela, vous avez initié justement ce projet populaire. En quoi cela a consisté? Effectivement, le réseau Pona Congo a beaucoup d'activités que nous organisons. Déjà, j'aimerais essayer un peu de clarifier ou sinon d'expliquer ce que c'est le réseau citoyen Pona Congo. Nous sommes, comme je l'ai dit, ces réseaux, ces regroupements de Congolais qui ont leur cœur qui bat réellement pour le Congo et basés sur 4 grandes valeurs. L'idée de créer ces réseaux nous est venue de la phrase de notre premier ministre Patrice Emery Lumumba qui avait dit que les Congolais allaient écrire leur propre histoire de gloire et de dignité. Et nous nous sommes dit qu'il faut attendre et quand est-ce qu'il faut attendre pour commencer à écrire cette histoire-là. C'est pour cela que nous nous sommes décidés de commencer à écrire cette histoire-là. Alors, nous nous basons sur 4 grandes valeurs, notamment l'engagement, la responsabilité, l'autoprise en charge et l'unité. Alors, par engagement, on appelle à chaque Congolais, tout Congolais, de devenir le moteur du changement de notre pays. C'est-à-dire que chaque Congolais doit se dire que si le changement doit commencer, ce changement-là doit commencer par moi. Et le fait de vous engager, ça va vous faire comprendre votre responsabilité en tant que citoyen. Et la première des responsabilités que vous avez en tant que citoyen, c'est
l'autoprise en charge communautaire. Quand on parle de l'autoprise en charge communautaire, on fait allusion aux avenues, aux cellules, quartiers, communes, villes et provinces. Pourquoi pas la République démocratique du Congo? Nous n'allons pas attendre qu'un député vienne nous donner de l'argent pour que nous puissions arranger notre avenir qui est abîmé. Nous n'allons pas attendre que le ministre ou sinon les DG d'une entreprise publique qui viennent nous donner de l'argent pour que nous puissions trouver des solutions qui sont nôtres. Et si nous arrivons, que chacun se préoccupe de son intérêt, de son engagement, c'est-à-dire que moi, j'arrange devant mon avenir. Moi, je vais m'engager pour que dans notre avenir, il y ait de la lumière. Moi, je vais m'engager pour que dans notre quartier, il n'y ait pas de lestage. Qu'est-ce que nous devons faire? Tout ça, c'est en fait l'autoprise en charge au niveau communautaire. Et tout ça doit se faire dans l'unité. C'est-à-dire que c'est comme si on avait allumé, on avait mis de braise dans les braisiers et on met du feu. Maintenant, il faudrait que chacun de nous puisse venir souffler pour que ces faits-là puissent prendre et que la marmite du changement, ou sinon la marmite du développement de notre pays puisse bouillir. Alors, nous organisons beaucoup d'activités. Nous avons commencé par des cafés citoyens, nous avons organisé des tribunes d'expression populaire. Mais l'idée de consulter la population nous est venue. Pourquoi? Parce que partout où on allait organiser les activités, la population avait un certain nombre de problèmes, de désidérata qu'elle soumettait. Et on s'était rendu compte que cette population-là avait envie de parler, mais elle ne trouvait pas de cadre pour s'exprimer. C'est pour cela que nous avons créé cette campagne-là, la campagne dénommée Congo Tolingi. Congo Tolingi allait être Congo Oyo Tolingi. Madame, dans notre pays, nous avons eu des consultations populaires qui ont abouti à la conférence souveraine nationale. Mais ce n'était pas, en fait, c'était organisé par les politiques. Mais la différence avec ce que nous avons fait, c'est, en fait, les citoyens qui s'auto-consultent. Avant, on avait consulté le peuple, c'est-à-dire on avait fait ça pour le peuple, mais nous, nous l'avons fait avec le peuple. C'est ça, en fait, la différence. Alors, nous avons organisé dans cette campagne, il y avait je dirais deux compartiments, ou sinon deux facettes. Il y avait l'aspect physique et l'aspect virtuel. Dans l'aspect physique de la campagne de consultation, nous avons organisé des focus groups dans les 35 villes que compte notre pays et les 145 territoires de notre pays. Et moi, je suis parmi les points focaux d'un des territoires de notre pays, qui est le territoire de Mbanzangoum. Alors, à part les focus group, nous avons aussi organisé des cafés citoyens, des tribunes d'expression populaire, où la population était en train, en fait, de répondre à un questionnaire qu'on avait. Et de l'autre côté, il y avait une application qu'on a mis en place, dénommée ODK Collect, par laquelle on était en train de consulter. On a recruté c'est trop dire, on a identifié 1300 points focaux à travers la République qui ont fait ce travail-là. C'est-à-dire que chacun avait cette application-là dans son téléphone, même dans les coins reculés. Nous avons consulté même les populations rurales, parce que, madame, vous devez le savoir que la majorité de la population congolaise vit dans le milieu rural. C'est-à-dire qu'il fallait aller vers cette population-là. Et cette population-là a... Et cela aboutit à quoi? Bien, cela a abouti à un document. C'est-à-dire que nous avons répertorié les problèmes que la population a essayé d'énumérer et nous l'avons mis dans un document que nous appelons contrat social. Le contrat social, c'est celui-là. Il reprend tous les problèmes de manière générale que la population a énuméré au cours de cette campagne. Et là-dedans, il y a aussi des propositions que la population a faites pour que le changement, pour que le développement vienne. Mais justement, vous qui n'êtes qu'un réseau, vous n'avez pas le pouvoir décisionnel, vous n'êtes pas dans les institutions, vous n'êtes pas politique, où se prennent les grandes décisions. Comment
arriver à matérialiser ce projet, plutôt ce contrat social au niveau de la population, arriver à faire de cela un réel projet de société? Madame, je l'ai dit tantôt ici que nous devons, nous considérons comme les moteurs des changements de ces pays. Si les institutions étatiquement établies ne l'ont pas fait, nous, en tant que citoyens, nous avons aussi le devoir d'accompagner l'État. C'est pour cela que nous avons réalisé ce travail-là. Mais après avoir réalisé ce travail-là, nous allons maintenant vulgariser le travail. Nous sommes en train de faire un appel à l'adhésion massive de partis politiques, des politiques, des structures de la société civile, les églises et la population tout entière pour que nous puissions nous asseoir autour de ces contrats sociaux. Parce que aujourd'hui, madame, vous avez les partis politiques qui sont en train de rédiger leurs projets de société. Et ces projets de société sont souvent rédigés en étant à Kinshasa ici. Mais nous avons fait ce travail de terrain. Dans le processus de traitement, madame, l'étape la plus importante, c'est le diagnostic. Lorsque le diagnostic est mal posé, que vous soyez un médecin qui vient d'Avar ou sinon des grandes universités de ce monde, vous n'allez pas prescrire un traitement qui va résoudre les problèmes. Imaginez que quelqu'un a de la malaria, mais puisqu'il a de la fièvre, vous dites que non, ça doit être la fièvre typhoïde. Et vous lui administrez des traitements sophistiqués, haut de gamme de la fièvre typhoïde. Il ne va pas guérir parce que la malaria ne peut pas être guérie par un traitement de la fièvre typhoïde. C'est pour cela que ce document va aider les politiques, les partis politiques qui aspirent à devenir conquérir le pouvoir, à bien proposer des solutions aux problèmes réels de la population. Mais aux autorités qui sont en place, ils peuvent aussi se référer pour peut-être revoir le projet de 145 territoires qui devrait en principe, qui était un bon projet, que tout le monde attendait, mais dans la réalisation, il y a des couacs parce que cette logique n'a pas été respectée. Vous faites quelque chose sans moi, vous le faites contre moi. Voilà en fait... Mais comment y parvenir justement? Voilà. Qui va se l'approprier? Parce que vous êtes là, est-ce que vous allez... La prochaine étape, au-delà de produire ce document, c'est aller vers les autorités ou les laisser venir vers vous? Oui, madame. Ou le mettre carrément à la disposition de tout Congolais qui veut ce document? D'abord, tout Congolais qui veut avoir ce document, il peut l'avoir. Mais également, nous avons d'autres activités. D'abord, des vulgarisations. Parce que nous devons rendre compte à cette population-là que nous avons consultée. Et ensuite, nous allons organiser des conférences, des points de presse, où nous allons inviter tous les partis politiques. Ici, ce n'est pas une question de la majorité, de l'opposition, mais c'est un problème du Congo. Nous devons tous adhérer à ces contrats sociaux-là parce que ça reprend les problèmes réels de la population. Ça reprend les besoins réels. Mais vous savez également que le Congo est grand et chaque province ou encore chaque territoire a ses problèmes, des problèmes assez diversifiés. Par exemple, les mêmes problèmes que l'on retrouverait au Kasaï, ce n'est pas les mêmes problèmes qu'on retrouverait à l'Équateur, ce n'est pas les mêmes problèmes qu'on retrouverait à Kikwit ou encore dans le Bandundu. Bien évidemment, madame, ça c'est un contrat général, mais qu'il faut adapter dans chaque réalité. Ici, nous avons repris les problèmes au niveau général. Parce que ce travail de consultation devrait prendre même plus d'une année. Parce que consulter tous les Congolais, c'est un grand travail. Ça va demander beaucoup de moyens, ça va demander du temps. Mais nous avons essayé de faire un échantillon que nous avons consulté. Et cet échantillon-là que nous avons consulté, nous avons produit des résultats que nous avons des résultats au niveau des résultats généraux et que chaque province, chaque coin doit adapter par rapport à ses propres réalités. Mais la vision, la politique, la vision générale doit commencer d'abord au niveau national pour que ceci soit implémenté au niveau local.
Aujourd'hui, quel message lancerez-vous justement aux politiques? Parce que c'est vrai que ça, je dirais, ce contrat social pourrait être le bienvenu, en ce moment où on est en période préélectorale, où justement les gens sont en train d'élaborer des projets et qu'on sort, et à défaut même, il faudrait le dire, hein, parce que quand on parle des politiques, on pense... On met le tout on les met tous dans un même sac. Alors que, par exemple, les élus n'ont pas vocation de résoudre les problèmes des gens, de construire des écoles ou autres, ou des routes, ou encore les ponts. C'est pas la vocation des élus, par exemple. Alors qu'il y a des entreprises, le gouvernement, des entreprises publiques qui ont pour vocation ce travail que vous avez mis dans le contrat social. Oui, madame, vous savez, chacun a un rôle à jouer. Mais dans le contrat social, il n'est pas écrit que tel va faire ceci. Nous avons repris les problèmes. Nous avons repris les engagements que chacun doit prendre. Et chacun doit voir, moi, selon ma mission, quel engagement dois-je prendre avec ma population. C'est ça, en fait. On n'a pas imposé, on ne dit pas que vous devez adhérer à tout ce qui est dans les contrats sociaux. Mais vous devez avoir, selon votre parcelle de responsabilité, vous, quelle est votre mission? Et par rapport à votre mission, qu'attend la population? C'est en fait ça dans l'idée. Mais lorsque nous parlons des partis politiques, vous savez, les partis politiques ont pour, je dirais, vocation de conquérir les pouvoirs. Et dans une conquête, il y a une préparation. C'est-à-dire que les partis politiques préparent ces militants pour conquérir les pouvoirs. S'ils ont les pouvoirs pour exercer ces pouvoirs-là. Et lorsque nous invitons ces partis politiques-là, qui viennent adhérer dans ces contrats sociaux-là, ils vont maintenant intégrer cette vision, ils vont intégrer ces contrats sociaux dans leur projet de société, pour que une fois aux affaires, ils vont le mettre en pratique. Mais n'oubliez pas que la population, cette population, partout où on était en train de consulter, la population, d'ailleurs, c'était à Lingala. Mbala Oyo, cette fois-ci. Mbala Oyo, Toboyi, ba élection ya triqué. Mbala Oyo, Toboyi, ba kondi Oyo, ba zora ba décision avant na bureau climatisé, na pendant que solution sengela qui est zoma awa. Mbala Oyo. Donc cette population-là est du moins manifeste sa frustration, en a marre de la gestion de ces pays. Ils nous ont dit d'ailleurs que depuis 2006 jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais été satisfaits des résultats publiés par la CENI, par exemple. Ils disent que les élus, les personnes qu'ils élisent, ne sont pas les personnes que la CENI proclame. Et dans ces consultations, la population nous a dit, la population consultée, les Congolais consultés, nous a dit à 85% que le pays est mal géré. Cette même population consultée nous a dit à 81% que les problèmes sociaux de notre pays n'est pas pris en compte par le gouvernement. Cette même population consultée nous a dit à 79% que l'entrepreneuriat local n'est pas pris en compte, n'est pas suffisamment boosté. C'est-à-dire qu'on nous avait dit qu'on allait faire des millionnaires dans ces pays. On attend. Au niveau local, ça ne vient pas. C'est cette population qui dit, mais cette fois-ci, fini la récréation. Et nous ne voulons pas que les gens soient surpris par la réaction de la population. C'est pour cela que nous proposons déjà en amont ces contrats sociaux, pour que le politique sache déjà que cette population-là n'est plus naïve, cette population est devenue consciente, et c'est à nous maintenant de prendre nos dispositions et de trouver des solutions à leurs problèmes qui sont réels. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui justement de penser aussi à sensibiliser cette population sur les vraies missions que devraient réaliser non seulement les députés, mais aussi les membres du gouvernement? Parce que des fois, comme je l'ai dit tantôt, les attentes sont autres, alors que les attributions sont tout autres aussi. Madame, moi je suis population, je suis à Kivulu par exemple, je suis à Luozi. Je ne connais vraiment pas ce que le rôle d'un député. Mais lorsque les députés eux-mêmes, les candidats eux-mêmes viennent, en fait, lorsque quelqu'un vient postuler, vient pour la propagande, il doit venir dire ce qu'il est capable de faire. Mais ce sont ces mêmes députés-là qui promettent à la population que nous allons construire des routes, nous allons faire des ponts pour vous. Et cette population-là
essaient d'emmagasiner ça et ils vont commencer à les réclamer. Mais après, les députés viendront dire que non, moi, ma mission n'est pas de construire les ponts. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça en amont? Pourquoi vous n'avez pas dit ça en amont? Mais la sensibilisation, la vulgarisation de ces contrats sociaux, nous n'allons pas dire que comme cette population-là est déjà dans cette mauvaise posture, nous allons la laisser comme ça. Non, non, nous allons continuer à sensibiliser. C'est pour cela que nous avons créé ces réseaux où nous organisons des tribunes d'expression populaire, où nous organisons des forums de quartier. Et c'est là où nous expliquons les rôles de tout un chacun. Les rôles des citoyens, mais également les rôles des politiques. Quand on parle des politiques, on a le gouvernement, et de l'autre côté, nous avons aussi les députés et sénateurs. Eh bien, c'était un échange assez fructueux. Monsieur Dieu merci. Lélo, alors, quel message aujourd'hui vous lancerez non seulement aux décideurs, mais également à la population congolaise qui a participé, qui a contribué justement en donnant ses avis pour la réalisation de ce contrat social? Chers copropriétaires de la République démocratique du Congo, nous avons réalisé ce travail, nous avons produit ces documents, c'est notre document, c'est notre contrat. Nous devons nous approprier de ces contrats parce que ça répond nos besoins, ce que nous avons dit à travers cette campagne-là. Et aux politiciens, de vous approprier aussi de ces contrats. Parce que si vous ne faites pas attention, cette population-là n'est plus naïve comme je l'ai dit tantôt ici. Ils vont s'approprier de ces contrats et lorsque vous irez là-bas, ils vont vous demander de signer un contrat. Très souvent, lorsque les députés, les députés, sénateurs, gouverneurs, quand ils viennent avec des promesses. Mais les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Si nous arrivons à nous mettre ensemble, à nous mettre autour d'une table et de signer des contrats, les contrats sociaux, ça nous sera très bénéfique et pour les pays et pour la population. Dieu merci Lélo, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du réseau Pona Congo, qui est justement un réseau qui réunit toutes les personnes désireuses, toutes ces personnes d'ailleurs qui, comme disait Joseph Kabila, qui ont la passion du Congo et qui a élaboré justement ce contrat social pour regrouper, qui a regroupé les besoins de la population pour justement être mieux gérés. Merci beaucoup, madame. J'aimerais saluer nos frères de l'Est qui sont tous les jours en train d'être tués. Et tantôt ici, nous avons suivi les députés qui étaient en train de parler de l'état des sièges. Nous sommes de cœur avec nos frères et salutations particulières à toute la population de Luozi qui est déconnectée de la République démocratique du Congo parce que la seule voie pour accéder à cette province-là, c'est les fleuves et les bacs qui servaient de cette liaison est tombée en panne depuis 3 semaines. La population de cette partie-là est en train de pleurer. Jusque-là, aucune solution des autorités, ni provinciales que nationales. C'est un message qui est lancé justement aux autorités pour aussi permettre à cette population d'arriver à bouger et qui ont l'habitude d'arriver vers Kinshasa, vers cette voie. Grand merci une fois de plus à vous et grand merci à toute l'équipe technique. Je le rappelle, Kinshasa Direct, c'était entre autres l'évaluation de la table ronde sur l'état de siège qui était fait par le député national Aoussé, mais aussi cette question justement du contrat social pour permettre à la population de mieux suivre justement les promesses des politiques pour l'émergence de la République démocratique du Congo, ou plutôt le bien-être de la population congolaise. Merci à vous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.